Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La femme congolaise, rez-de-chaussée, à l'épreuve de la démocratie. Les Congolaises dans différentes législatures. 1970 à 2006. En République démocratique du Congo, l'histoire des élections en République démocratique du Congo commence avec les consultations communales de 1957. À cette époque, il n'existait pas des partis politiques mais plutôt des associations tribales et des groupes d'intérêt. C'est à cette époque que les hommes ont acquis ce droit civique dans les choix des conseillers communaux, tandis que les femmes ont dû attendre 10 ans après, c'est-à-dire en 1967, pour acquérir le même droit. En effet, le référendum constitutionnel de 1967 ayant abouti à la promulgation d'une nouvelle constitution le 24 juin de la même année s'est prononcé au titre 2 sur les droits des citoyens et consacra ainsi son adhésion à la Déclaration universelle des droits de l'homme et ce, malgré le retard observé pour sa ratification, 1988. Au terme de l'article 12 de cette constitution qui a repris les dispositions de la Constitution de 1964, tous les Congolais, hommes et femmes, sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Aucun Congolais ne peut en quelque matière que ce soit, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son appartenance raciale ou ethnique, de son sexe, de son lieu de naissance, de sa résidence. Ainsi, la Congolaise est devenue électrice et éligible conformément à l'article 29 de la même Constitution qui stipulait que tout Congolais âgé de 18 ans révolus est électeur. Les conditions de ce droit civique et politique sont prévues par la loi n° 82-007, du 25 février 1982 portant organisation des élections. Le manifeste de l'ANCELE, proclamé la même année, a abordé dans le sens de l'égalité des droits et de la protection de tous les citoyens par les lois sans distinction de sexe. Cette vision marquant la conformité du pouvoir aux exigences internationales a été le prélude de la promotion des femmes en politique. Sur le plan international, cette promotion semble être la résultante du volontarisme affiché de l'ONU. En effet, l'initiative onusienne de déclarer 1975 l'année internationale de la femme et 1975 à 1985 la décennie des femmes a permis aux femmes africaines de commencer à s'interroger sur leur rôle dans le développement. Le droit des femmes à une participation égale à la vie politique a été également garanti par un certain nombre de conventions internationales, en particulier la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, CEDAW, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 34-180e du 18 décembre 1979, et ratifiée par le Zaïre, République démocratique du Congo, en octobre 1986. Pendant la Deuxième République, les candidats commissaires du peuple ont été sélectionnés par les membres influents des instances du Mouvement populaire de la Révolution, MPR, parti-État, jusqu'à la 5e législature, ce, malgré une certaine ouverture politique constatée déjà en 1982. Mais force est de constater que le rôle principal de la majorité de ces acteurs politiques, hommes et femmes, consistait à la propagande du parti-État et de son chef. Le tableau page 32 montre la représentation des femmes dans les différentes législatures de 1970 à 2006. Sur les 9 assemblées parlementaires dénombrées depuis la première législature de la Deuxième République, les Congolaises ont participé à la vie parlementaire d'une façon régulière. Durant 4 mandats de 5 ans chacun, elles ont participé à la vie parlementaire à concurrence seulement de 3% de 1970 à 1975, 3% de 1977 à 1982, 4% de 1982 à 1987 et 4% de 1987 à 1994. Il faut souligner que la 5e législature a continué à fonctionner au-delà de son mandat, à cause des divergences de vues entre la présidence de la République et la Conférence nationale souveraine sur l'organe parlementaire habilité à représenter le peuple à cette époque. Pour la présidence de la République, les députés issus des suffrages de 1987 devaient continuer à siéger jusqu'aux élections prochaines tandis que la Conférence nationale souveraine, de son côté,
soutenait que la mise en place du Haut Conseil de la République rendait caduque l'existence de la 5e législature. Ces deux parlements continuèrent à siéger jusqu'à leur fusion en 1994 et ont donné corps au Haut Conseil de la République, Parlement de transition, HCRPT. Au sein du Haut Conseil de la République issu de la Conférence nationale souveraine, 3% seulement représentèrent les femmes. Au début de la démocratie en 1990, sur 400 partis politiques créés, 8 femmes seulement ont été fondatrices des partis politiques contre 392 hommes, soit 2% de présence féminine. Le nombre de femmes responsables d'organisations non gouvernementales n'est pas connu, mais il me semble qu'elles ne sont pas très nombreuses. Sur les 110 associations syndicales enregistrées, 5% furent formées par les femmes. L'avènement de l'Alliance des Forces démocratiques de libération du Congo, AFDL, en mai 1997, le pays a fait le retour au parti uni. En effet, Laurent Désiré Kabila a suspendu toutes les activités politiques et l'AFDL régna en seul maître. Le déclenchement de la guerre d'agression, le 2 août 1998 par les armées rwandaises, ougandaises et burundaises, a fait basculer le nouveau régime dans un cycle de guerre. Seulement en juillet 2000, c'est-à-dire quelques mois avant son assassinat, que le président Laurent Désiré Kabila a mis en place l'Assemblée constituante et législative, Parlement de la transition, ACLPT, ayant les prérogatives dévolues à un Parlement par le décret numéro 097 du 1er juillet 2000 nommant les membres de ladite Assemblée. Au terme de ce décret-loi, sur 300 membres qui devaient composer ce Parlement de transition, 240 seulement ont été d'abord nommés. La liste de 60 autres restants fut rendue publique le 8 août 2000 par le ministère de la Justice et Garde des Sceaux. Ayant pour siège à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Katanga, ce Parlement comptait 10% de présence féminine. Comme l'indique le tableau numéro 2, une femme a été deuxième vice-présidente. À la suite de la suspension du premier vice et du président de cet organe, elle est devenue présidente du bureau de cet organe législatif. Ce dernier a fonctionné jusqu'à l'installation du Parlement issu de l'accord global et inclusif de Pretoria en 2002, constitué de 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Les représentants ont été désignés par les composantes au dialogue intercongolais, notamment tous les belligérants, l'opposition politique non armée et la société civile. Au sein du Parlement, 14% des sièges ont été confiés aux femmes dans l'Assemblée nationale et 2,5% au Sénat. La faible représentativité des femmes aux postes de pouvoir et de prise de décision est dégagée dans le guide biographique des femmes cadres et leaders, réalisé par le ministère des Affaires sociales et Familles en collaboration avec l'UNICEF en 2002. En somme, la représentativité de la femme dans les organes parlementaires est tributaire de la volonté politique. Au nom de l'émancipation de la femme, une minorité de femmes du pouvoir figurait sur les listes établies dans les instances du parti-État. Le régime s'est appuyé à la politique d'émancipation de la femme prônée par le manifeste de l'Ansele, d'une part et d'autre part aux préoccupations de l'ONU sur la promotion et l'épanouissement des femmes par l'accès aux responsabilités professionnelles, sociales et politiques dans une société ouverte à toutes et à tous. Lors des négociations intercongolaises de Sun City, les femmes étaient engagées au processus de paix, particulièrement l'organisation d'un atelier de renforcement des capacités en technique de négociation et de plaidoyer à Nairobi du 15 au 19 février 2002 sous le patronage des Femmes Africa Solidarire, FAS, et WOPPARDC avec l'appui de l'UNIFEM. Lors de cet atelier, les femmes représentant les différentes composantes du dialogue intercongolais ont adopté la déclaration de Nairobi et le plan d'action de la femme congolaise, appelé communément Cahier de charges de Nairobi. En somme, il faut reconnaître qu'elles ont mené aussi d'autres actions de lobbying durant ces assises ayant incité les belligérants à tenir le langage de la paix. L'on peut supposer que cet engagement manifeste de la femme au processus de paix ainsi que la résolution 1325 du Conseil de sécurité susmentionnée concoururent à l'inscription dans la Constitution de transition d'un article relatif au droit de la femme à une représentation significative au sein de l'Assemblée nationale. Le tableau 2 montre bien que de 1970 à 1994,
la femme a toujours siégé en qualité de secrétaire au sein du bureau des différentes législatures. C'est à l'Assemblée constituante et législative, parlement de transition mis en place par le régime AFDL que 2 femmes, la première, deuxième vice-présidente et la seconde, questeur adjointe, ont fait partie du bureau. Après la suspension définitive du président et du premier vice-président de cette instance législative, la deuxième vice-présidente a pris les commandes de cette assemblée. À la mise en place de l'Assemblée nationale issue des accords de Pretoria, la présidente de l'ACLPT a été désignée première vice-présidente par la composante ex-gouvernement. Comme l'on peut s'en rendre compte, la volonté politique contribue considérablement à l'ascension de la femme en République démocratique du Congo. Participation des femmes congolaises dans le processus électoral. L'établissement des listes de candidatures constituait une étape clé du processus électoral. La question de la parité inscrite dans la Constitution de la Troisième République a été réglée dans les discussions de la Chambre basse du Parlement de transition ayant abouti à l'adoption de la loi électorale. D'après les témoignages concordants du législateur de la transition, cette question a suscité des débats très houleux. Tableau 2. Représentation féminine dans différents bureaux des organes parlementaires. Pour les uns, il fallait opter pour les listes bloquées permettant l'introduction d'un quota minimum des femmes au sein de l'organe parlementaire. Cette thèse soutenue par les députés nationales de la transition a été carrément rejetée par les hommes, stigmatisant le manque d'adhésion massive des femmes au sein des partis politiques dont l'objectif primordial est la conquête du pouvoir. Pour justifier cette prise de position, certains responsables des partis politiques ont souligné que les femmes qui évoluent au sein des organisations politiques occupent pour la plupart des cas des postes de second rôle et sont des masses électorales. Suite à ce débat contradictoire, aucune disposition de la loi électorale ne permit l'applicabilité de ce principe constitutionnel au sein de nouvelles institutions. La loi électorale n'a introduit qu'une mention non contraignante sur la parité en disposant que chaque liste est établie en tenant compte, s'il échait, de la représentation paritaire homme-femme. Toutefois, la non-réalisation de la parité homme-femme au cours des prochaines échéances électorales n'est pas un motif d'irrecevabilité d'une liste. Cette lacune contenue dans le cadre juridique des élections générales de 2006 a peut-être influencé la représentation des candidatures féminines. D'ailleurs, une députée nationale du PPRD qualifie cela de concurrence déloyale des hommes dans la confection des listes électorales des partis politiques. Confère liste PPRD Lukunga, élections législatives nationales, soit 2 femmes sur 14 sièges à pourvoir. Pour un effectif de 9 909 candidatures qui ont été déposées à la Commission électorale indépendante, CEI, pour briguer le mandat des députés nationaux, 200, soit 2%, ont été rejetés pour non-conformité à la loi électorale et 9 709 acceptés, soit 98%, sur base du respect des règles de candidature évoquées dans la loi électorale, soit une moyenne de 19,4 candidatures par siège. La moyenne de candidatures variait entre un maximum de 57,4% des candidats par siège à Kinshasa et un minimum de 11,8% des candidats par siège en Équateur. Sur 9 709 candidatures retenues à la députation nationale, 1320, soit 13,6%, représentaient les femmes et 8 389 candidatures, soit 86,4% les hommes. Tableau numéro 3. Candidatures par genre. Sur 211 partis et regroupements politiques représentant les 211 listes de candidatures, 147 ayant présenté 1225 candidatures féminines et 64 n'ayant aucune présence féminine, tandis que 95 candidatures féminines figuraient parmi les listes des indépendants. Le tableau suivant montre 67 partis et regroupements politiques ayant présenté au moins 5 candidatures féminines. Tableau numéro 4. Liste des partis et regroupements politiques ayant au moins 5 candidates. En nombre des candidatures féminines, les listes indépendantes viennent en tête avec 95 candidates, suivies successivement du MSR 73, PPRD 71, RCD 65, MLC 50, les Forces du Renouveau 37, Codeco 33, PANU 32, PALU 29, CDC 28, FSIR 27, Camp de la Patrie 23, FONUS 22, MPR fait privé 22, RP 20,
CCU, DC, UA19 OPEKA PDSC, RCDN 18, R2D 17, 16 $ canadiens, ADECO, UDEMO 15, PDC, PRM, UDRD 13, UPPA 12, DCFCOFEDLEC, FIRC, RDR, RSF, UDPS NJ Mukendi, USDI 10, ADC, FCN Maître Kamanda, UDECI, ULDT, UNADEC, UPRDI 9, PDS 8, CIDS, FDP, MDC, MNCL, PCBCL, PRP, UDHC, UNAFEC, UNANA 7, ANCC, GNPO, RECO, RPRC, UCC, UDJN 6, ANC, CDR, CNRP, FOPPT, Ligue du Peuple, PCB, UDR, UEDVERCO, USL 5. Tableau numéro 5. Répartition des candidatures par province, genre et nombre des sièges. La première province en candidature féminine était Kinshasa 17,6%, suivie successivement de Katanga 15,2%, Province orientale 15%, Bas-Congo 11,5%, Nord-Kivu 11,4%, Bandundu 10,9%, Maniema 10,6%, Sud-Kivu 9,3%, Kasaï occidental 9%. La ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est le siège des institutions où sont organisées la plupart d'activités à caractère politique. Le nombre des candidates par circonscription électorale variait entre 184 à Kinshasa 1 et un candidat à Féchi, Kiri, Popo-Kabaka, province du Bandundu, Kasangulu, Bozobolo, Bosinga, Jolu, province de l'Équateur, Dimblange, Louébo, province du Kasaï occidental, Kamiji, Miabi, province du Kasaï oriental, Dilolo, Kabalo, Kambov, Kapanga, Kanyama, Kasenga, Kipushi, Malembankulu, Nyunzu, Sandoa, province du Katanga, Kailoni Iragongo, province du Nord-Kivu, Banalia, Bazoko, Mambasa, Opala Yaouma, province orientale. Tableau numéro 6. Répartition des candidats par genre et profession. En considérant uniquement la représentation sociale des candidatures, les fonctionnaires viennent en tête avec 382 soit 29% des candidatures féminines suivies respectivement de la catégorie sociale non autrement identifiée 153 soit 11,6%, des indépendants artistes, artisans 131 soit 9,8%, du secteur entrepreneuriat, commerce et agriculture 111 soit 8,4%, du secteur politique 103 soit 7,8%, des ONG et développement 101 soit 7,6%, des hauts cadres et universitaires 89 soit 6,7%, de sans-emploi 67 soit 5,2%, des religieux 34 soit 2,6%, du secteur de la communication 16 soit 1,2% et des retraités 2 soit 0,15%. De la campagne électorale. La campagne électorale pour les législatives du 30 juillet 2006 a débuté le 29 juin, et s'est terminée le 28 juillet de la même année sur toute l'étendue du territoire national et ce, conformément aux dispositions de la loi électorale. Cette campagne pluraliste à laquelle ont participé pour la première fois les femmes a été marquée par la pauvreté de discours, l'absence de toute structuration idéologique dans les débats et la prolifération des discours d'exclusion, d'une part et d'autre part par les inégalités criantes des conditions d'accès à l'électorat. La tenue simultanée de la campagne du premier tour de l'élection présidentielle avec celle des élections législatives conduit à l'effacement net des enjeux des scrutins législatifs. À cela, il faut ajouter le nombre très élevé des candidats aux législatives. Ces derniers furent obligés de battre une campagne simultanée, celle du candidat président de la République de leur obédience et leur propre campagne. Les obstacles confrontés. Beaucoup de femmes ont évoqué les difficultés auxquelles elles ont été confrontées pour être acceptées comme candidates crédibles, évoluant derrière tel ou tel autre candidat président de la République. Pour les contourner, certaines d'entre elles ont eu à développer plusieurs stratégies électorales telles que le contact permanent avec la base bien avant la période électorale, les actions à impact visible dans la circonscription électorale ciblée, la campagne de proximité, c'est-à-dire de porte-à-porte faisant appel à la collaboration des membres de l'organisation politique, des connaissances et des membres de famille. Des cadeaux en nature, de la boisson, des billets de banque, etc. Tout cela faisait partie du marketing politique. Ces obstacles évoqués peuvent être regroupés sur le plan psychologique, culturel,
économique et politique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.